Le jour le plus sombre de ma vie fut celui où j'ai découvert la trahison de mon mari, Henri, l'homme à qui j'avais consacré 40 longues années. Jamais, au grand jamais, je n'aurais pu imaginer que l'homme avec qui je partageais mon temps, mes efforts et mon amour avait construit dans mon dos une seconde vie, une seconde famille. Voici l'histoire douloureuse de la manière dont le monde de mensonges de mon mari, Henri, a été dévoilé, pièce par pièce, par un détective privé. Notre mariage paraissait être un foyer paisible, un couple auquel voisins et proches regardaient toujours avec admiration. Nous avions élevé 2 enfants magnifiques, et je m'étais, pendant des années, enorgueilli de ma loyauté inébranlable envers Henri. Je croyais sincèrement à ce bonheur que je défendais aveuglément. Mais depuis quelque temps, une froideur inquiétante s'était installée dans son comportement. Ces réunions interminables qu'il invoquait sans cesse, ce téléphone qu'il ne quittait plus et qu'il cachait presque compulsivement dès que j'entrais dans la pièce, tout cela avait semé en moi une graine de doute que je n'arrivais plus à étouffer. Les nuits où je fixais le côté vide du lit, je me demandais des heures durant pourquoi Henri m'était soudain devenu si étranger, pourquoi cette chaleur qui avait autrefois rempli notre maison s'était évanouie. Je refusais pourtant d'imaginer une trahison. L'idée même me paraissait impensable. Lorsque je compris que je ne pouvais plus vivre dans cette incertitude, je pris la décision la plus honteuse, mais aussi la plus nécessaire de ma vie. Sans rien dire à Julien et Élise, nos enfants, je contactai en secret un détective privé trouvé sur Internet. Assise dans son bureau sombre, lui tendant la photo de mon mari, tout ce que j'espérais, c'était que mes craintes soient infondées et que Henri s'éloigne simplement à cause de son travail. J'ignorais alors que la vérité qui m'attendait allait réduire ma vie en poussière. Après lui avoir raconté tout ce que je savais, les nouvelles habitudes étranges d'Henri, ses prétendus déplacements professionnels, je sortis de cet immeuble glacé avec un mélange de hâte et de panique. Je brûlais d'apprendre la vérité, mais j'avais une peur viscérale de ce que j'allais découvrir. Au fond de moi, je sentais que cette démarche irréversible risquait d'ébranler les fondations même de notre foyer bâti depuis 40 ans. Les jours qui suivirent furent un supplice sans fin. Chaque fois que je croisais le regard de mon mari, je me noyais dans un sentiment de culpabilité atroce, celui d'espionner l'homme avec qui j'avais partagé ma vie. Mais en même temps, je ne pouvais plus ignorer les doutes qui me rongeaient comme un ver insatiable. Le détective m'avait demandé une patience absolue. Il devait suivre Henri sans éveiller le moindre soupçon, observer ses déplacements, identifier les personnes qu'il rencontrait et examiner en détail ses traces financières. La moindre imprudence peut tout faire échouer, m'avait-il répété. Une semaine plus tard, alors que je préparais le dîner, mon téléphone sonna. L'écran affichait « Numéro masqué ». Mon cœur faillit s'arrêter. C'était le détective. Et au ton de sa voix, je compris instantanément que ce qu'il avait découvert n'avait rien d'un simple retard dû au travail. Le lendemain, nous nous retrouvâmes dans une petite pâtisserie du centre-ville. Il me tendit une enveloppe. Les premières photos en sortant me glacèrent le sang. On y voyait Henri devant une maison individuelle, située dans un quartier de la banlieue lyonnaise dont je n'avais jamais entendu parler. Selon le détective, il s'y rendait exactement aux dates qu'il m'avait présentées comme des voyages d'affaires urgents. Les autres photos glissées hors de l'enveloppe furent comme autant de poignards plantés dans mon cœur. Mon mari, Henri, l'homme avec qui j'avais partagé 40 ans de vie, apparaissait main dans la main, d'une complicité déchirante, avec une femme beaucoup plus jeune que moi, que je n'avais jamais vue. Il se promenait dans un parc, souriant avec une joie que je n'avais plus vue sur son visage depuis des années, une joie qui ne m'était plus destinée. En fixant la tasse de thé posée devant moi, j'ai supplié intérieurement pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar dont j'allais me réveiller d'une seconde à l'autre. Mais la netteté cruelle des images me rappelait
encore et encore, que cette trahison n'avait rien d'un fantasme. C'était une vérité hideuse qu'Henri me dissimulait depuis longtemps. Lorsque le détective m'a annoncé qu'il avait réussi à identifier cette femme, elle s'appelait Sabrina, et qu'Henri avait loué cette maison à son nom il y a 1 an, un bourdonnement assourdissant a envahi mes oreilles. Une année entière de mensonges soigneusement orchestrés. Chaque voyage d'affaires, chaque réunion tardive, prenait soudain un sens monstrueux. Ma naïveté me paraissait pathétique. Alors que je croyais avoir atteint le sommet de la trahison, le détective m'a tendu une dernière photo en murmurant « Préparez-vous, Madame Nadine, le pire est à venir », et mon sang s'est glacé. Sur ce cliché, Henri et Sabrina étaient accompagnés d'un petit garçon qui les serrait joyeusement dans ses bras. Un enfant, un fils dont j'ignorais l'existence, la preuve incontestable d'une seconde famille. Je ne me souviens ni de la manière dont je me suis levée, ni de comment j'ai quitté la pâtisserie sans dire un mot. Tout ce dont je me souviens, c'est la sensation physique de mon monde entier qui implosait, réduit en poussière par une seule image. En sortant dans la rue, le bruit de la ville s'est transformé en un bourdonnement lointain. Je marchais comme à l'intérieur d'une bulle de verre. Les voitures, les passants, les klaxons, tout me paraissait irréel. Mon esprit était figé sur cette photo. Henri caressant la tête de cet enfant qui représentait la vie qu'il avait bâtie loin de moi, dans mon dos. Des heures plus tard, mes pas me ramenèrent machinalement à la porte de notre maison. Lorsque j'ai tourné la clé et pénétré dans l'entrée, cet endroit où j'avais vécu tant d'années me parut étranger, froid, presque factice. Chaque meuble, chaque souvenir que je croyais partager avec mon mari semblait désormais n'être que le décor d'une pièce soigneusement montée par un homme passé maître dans l'art du mensonge. Quand mon regard s'est posé sur la grande photo de famille accrochée au mur, celle où nous sourions tous ensemble lors de la remise de diplôme de nos enfants, une douleur cuisante m'a transpercé le ventre. Savoir qu'Henri cachait, derrière ce sourire paternel, l'existence d'un autre enfant, comprendre que non seulement moi, mais aussi Julien et Élise avions été dupés durant toutes ces années, ce fut une souffrance mêlée à une colère noire. Quand la première vague d'engourdissement a commencé à se dissiper, des questions plus concrètes, mais aussi violentes, ont envahi mon esprit. Le loyer de cette seconde maison, qui le payait? Les dépenses de cette femme? Les besoins de ce petit garçon? J'ai alors compris que l'argent qu'Henri prétendait ne plus avoir, parce que la retraite ne suffit plus, parce que les temps sont durs, avait en réalité servi à financer cette famille secrète. Il nous volait. Il volait nos enfants. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise sur ce fauteuil. Mais lorsque la nuit est tombée et a envahi le salon d'obscurité, mes larmes s'étaient taries. À la place, un calme glacial avait pris possession de moi. La femme naïve, trompée, dévastée, n'existait plus. À sa place, se tenait une femme blessée mais debout, déterminée, prête à récupérer pour moi et pour mes enfants chaque centime, chaque droit, chaque morceau de justice que cet homme et sa maîtresse avaient cru pouvoir nous voler. Je ne sais pas combien de temps je suis restée immobile dans cette obscurité qui semblait m'engloutir. Mais lorsque la tempête en moi s'est enfin apaisée, laissant place à une détermination glaciale, j'ai tendu la main vers mon téléphone. Car je savais désormais que cette trahison n'était pas seulement émotionnelle. Henri avait également volé à moi et à nos enfants une partie de notre patrimoine. Il était temps de passer à la seconde étape, avec le détective. Démarrer l'enquête financière. Au téléphone, je lui expliquai que nous avions dépassé le cadre d'une simple infidélité. Je voulais connaître toutes les ressources ayant financé cette seconde famille, les comptes bancaires cachés d'Henri, ses revenus non déclarés, les transferts suspects et surtout, combien d'argent provenant de notre héritage commun il avait détourné pour entretenir sa liaison avec cette femme. Je voulais chaque centime, chaque mouvement, documenté. À peine avais-je raccroché que j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir à l'heure habituelle.
Mon cœur s'est affolé, mais j'ai aussitôt remis sur mon visage ce masque figé du bienvenu que j'avais porté pendant 40 ans. Je ne devais rien laisser paraître. Pas avant le jour où je pourrais lui jeter ses propres mensonges à la figure. Assis à la table de la cuisine, en train de manger comme si de rien n'était, Henri ignorait totalement que derrière mon silence, mon seul objectif était désormais de lui faire piller par la loi chaque goutte de cette trahison. Chaque fois qu'il portait une bouchée à sa bouche, je serrais les poings sous la table, m'enfonçant les ongles dans la paume pour retenir l'explosion de rage qui menaçait. Plus tard dans la nuit, en le voyant dormir paisiblement à mes côtés, cet homme devenu un étranger, un imposteur, j'ai compris que je ne cherchais plus ni explication, ni larmes. Je ne voulais plus que justice. Ce lit silencieux, cette maison où tout semblait figé, n'était que les coulisses de la guerre qui allait bientôt commencer. Et j'avais juré de la gagner. Le lendemain matin, me lever aux côtés de cet imposteur et préparer son petit déjeuner comme si de rien n'était, déclenchait en moi un dégoût profond. Mais pour que mon plan réussisse, je devais continuer à jouer le rôle de l'épouse fidèle et souriante. Pas de fissure dans le masque. Quand il enfilait sa geste avant de partir travailler et me lancer son habituel « Je rentrerai peut-être tard ce soir », la lourdeur du mensonge m'écrasait presque, mais j'avais appris à laisser mon esprit au-dessus de la colère. Chaque phrase, chaque geste, chaque excuse devenait une pièce à conviction pour ma future procédure de divorce. En attendant les résultats financiers du détective, je me suis mise moi aussi à fouiller. Je voulais retrouver nos actes de propriété, nos documents de retraite et les anciens carnets de banque qu'Henri gardait sous clé. Car pour entretenir une seconde famille, il avait forcément puisé dans nos économies communes. J'en étais certaine. C'est en ouvrant une vieille malle en métal qu'il n'avait pas touchée depuis 20 ans que j'ai trouvé une petite clé. Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert le tiroir correspondant. Je n'y ai pas trouvé les actes que je cherchais, mais un petit carnet usé où figurait le nom de Sabrina et une adresse que je ne connaissais pas. En feuilletant ce carnet, j'ai découvert la date de naissance de Sabrina, celle du petit garçon, et des rendez-vous importants, soigneusement notés. C'est alors que la vérité m'a frappé. Henri vivait cette vie parallèle depuis bien plus longtemps que je ne l'imaginais. Ce n'était pas une erreur récente, c'était un choix délibéré, méthodique, une trahison construite année après année. Au moment où j'ai mis en parallèle les dates inscrites dans le carnet secret d'Henri et les informations que le détective m'avait déjà transmises, tout s'est aligné avec une clarté terrifiante. Les prétendus voyages professionnels de mon mari n'étaient rien d'autre que des moments volés à moi et à nos enfants. Des journées passées avec sa maîtresse et leur enfant illégitime. Le comprendre fit monter en moi une rage presque incontrôlable. Grâce au carnet, j'ai commencé à examiner minutieusement les anciennes factures téléphoniques d'Henri, ainsi que ses relevés de cartes bancaires pour les 5 dernières années. Je savais qu'entretenir une vie parallèle coûtait cher. J'ai pris des notes sur chaque dépense suspecte, déplacement, cadeau, facture étrangère. Peu à peu, je construisais une véritable cartographie de fraude financière. Et, comme je le redoutais, au beau milieu d'un relevé, j'ai découvert un transfert important provenant de notre compte d'épargne commun, décrit comme un dépôt de garantie. C'était l'argent que nous avions mis de côté pour acheter, un jour, la petite maison où nous rêvions de finir nos vieux jours en paix. Cette somme avait finalement servi à bâtir le foyer d'une autre femme. À cet instant, ma douleur s'est transformée en une fureur froide et méthodique. Je me suis promise que la procédure judiciaire que j'allais lancer ne se limiterait pas à un simple divorce.
Je comptais récupérer jusqu'au dernier centime qu'il avait détourné pour cette femme et pour cet enfant. Je voulais que Henri paie, financièrement et légalement, pour tout ce qu'il nous avait volé. Quand j'ai glissé toutes ces preuves dans une grande enveloppe, les relevés bancaires, les notes du carnet de Sabrina, les photos écœurantes, j'ai senti que je ne détenais plus seulement l'histoire d'une trahison sentimentale, mais celle d'une véritable escroquerie familiale. Cette enveloppe serait la première pierre de ma liberté et de la justice. Le lendemain matin, serrant cette enveloppe contre ma poitrine comme si elle contenait un trésor, je me suis rendue au bureau du détective. Elle renfermait non seulement les preuves de l'infidélité d'Henri, mais aussi la force nécessaire pour me venger de 40 années de tromperie. Ma peur avait laissé place à une volonté implacable de justice. Quand j'ai glissé toutes ces preuves au détective, du carnet de Sabrina jusqu'au reçu du dépôt de garantie prélevé sur notre compte commun, j'ai vu la surprise s'afficher sur son visage, pourtant habitué aux secrets les plus sombres. Il comprenait maintenant que Henri n'avait pas seulement joué avec nos sentiments, mais qu'il avait organisé un véritable détournement de biens familiaux. Le détective m'a assuré que ces preuves financières nous offriraient un avantage considérable lors du divorce. Il serait presque impossible pour Henri de justifier ses dépenses. Chaque euro versé à cette seconde famille pourrait être légalement réclamé. La justice ne serait pas seulement émotionnelle, elle serait financière, profonde et inexorable. Mais au-delà de toute stratégie juridique, une pensée continuait à me tourmenter. Comment allais-je annoncer cette vérité effroyable à nos enfants ? Savoir qu'ils allaient découvrir la trahison de leur propre père me brisait le cœur. C'était la partie la plus douloureuse de cette guerre silencieuse. Avec le détective, nous avons décidé que tant que l'intégralité du patrimoine d'Henri n'était pas identifiée et que les avocats n'avaient pas solidement préparé le terrain, je devais continuer à jouer mon rôle. Je devais agir comme si je ne savais rien. Je devais continuer ce théâtre grotesque sous notre toit. La dernière frappe devait venir au moment où il serait le plus vulnérable. Et lorsque ce jour arriverait, je serais prête. La période d'attente qui suivit ma rencontre avec le détective fut l'une des plus difficiles de ma vie. Devoir répondre jour après jour aux mensonges d'Henri et à ses sourires hypocrites, réprimer la colère brûlante qui grondait en moi tout en conservant le masque impassible que je portais depuis des semaines, me vidait lentement de toute énergie. Alors que tout semblait sous contrôle, un dimanche soir, Henri m'annonça qu'il avait invité nos enfants et nos petits-enfants à dîner. C'était l'épreuve ultime. Ce repas de famille n'était pas simplement un dîner, c'était une performance, un rôle, le rôle le plus difficile de ma vie. À table, devant mes propres enfants et nos petits-enfants innocents, j'ai dû jouer la femme aimante, la mère chaleureuse, l'épouse fidèle. J'ai dû participer à la conversation comme si rien n'avait changé, comme si je n'étais pas la seule à savoir que l'homme assis en face de moi menait une double vie, une main posée sur sa famille ici, l'autre sur celle qu'il avait bâtie ailleurs. Pendant qu'Henri racontait à nos enfants ses réussites professionnelles et son dévouement à sa famille, je ne voyais qu'en boucle les photos apportées par le détective, lui tenant par la main une autre femme, lui embrassant le petit garçon né de cette liaison, lui utilisant notre argent pour financer leur vie. Chaque mot qu'il prononçait intensifiait le dégoût que je peinais à dissimuler. Lorsque nos proches partirent et que la maison retomba dans un silence glacial, j'ai compris au milieu de la vaisselle sale combien cette représentation m'avait coûté. Mais j'avais réussi, j'avais tenu bon et cela signifiait que mon plan suivait son cours. Je tiendrais jusqu'au bout, jusqu'au jour où je ferais tomber le masque, le sien, et pas le mien. Quelques jours plus tard, alors que je faisais les tâches du matin, mon téléphone sonna. Sur l'écran,
Bureau du détective. Je suis immédiatement que l'attente était terminée. Dans sa voix résonnait une urgence grave. Les documents financiers qu'ils avaient retrouvés contenaient des informations accablantes. Lorsque j'arrivai à son bureau, une pile épaisse de dossiers m'attendait sur la table. Chacun d'eux révélait un pan du mensonge d'Henri. Ce n'était plus une simple infidélité, c'était une fraude élaborée, méticuleusement construite. Henri n'avait pas seulement financé la maison de Sabrina, il avait également détourné, petit à petit, des fonds de la comptabilité de son entreprise. Des sommes discrètes mais régulières qui, au fil du temps, formaient une montagne. Le montant total que le détective me montrait, environ 65 000 €, correspondait à l'argent que nous avions économisé pour l'avenir de nos enfants, à tout ce que nous avions mis de côté durant les 10 dernières années en vivant modestement, et Henri l'avait dépensé pour l'entretien de Sabrina et l'éducation de son enfant illégitime. C'était la preuve absolue qu'il n'avait pas seulement trahi sa femme, il avait volé l'avenir de ses propres enfants. Le détective confirma que ces documents seraient suffisants pour demander et obtenir la mise sous séquestre de l'ensemble des biens d'Henri et pour récupérer, avec intérêt, toutes les sommes détournées. Avec des preuves aussi solides, Henri ne pourrait rien nier, plus rien. Je lui ai dit que l'heure était venue, qu'il n'y avait plus aucune raison d'attendre. Le processus judiciaire devait être lancé immédiatement. Mais il ajoutait avec une certitude glaciale que je voulais être celle qui lui annoncerait la vérité, et je voulais le faire devant nos enfants, pour qu'ils voient de ses propres yeux les conséquences de sa trahison, pour qu'ils comprennent que la femme qui l'a trompé et volé pendant 40 ans allait désormais reprendre le contrôle et le réduire à néant. Après avoir quitté le détective, j'ai aussitôt mis en marche la première étape du plan que j'avais élaboré. J'ai appelé mes enfants pour leur proposer un dîner familial urgent, car cette vérité monstrueuse ne pouvait pas rester enfermée entre Henri et moi. Nos enfants avaient le droit de connaître l'ampleur du mensonge qui avait souillé notre famille tout entière. Durant les appels, j'ai moi-même été étonnée de la tranquillité de ma voix. Je leur ai expliqué que leur père serait présent et que nous devions discuter d'une question importante concernant l'héritage et un dossier immobilier. Un mensonge calculé, destiné à ce que Henri ne soupçonne rien et pense qu'il s'agissait simplement de formalités juridiques. Puis, j'ai rappelé le détective. Je lui ai confirmé que la confrontation aurait lieu le lendemain, exactement à 20 h. À cette minute précise, les avocats devaient déposer la demande officielle de gel des comptes bancaires et des biens d'Henri. Il fallait que la sanction émotionnelle et la sanction financière frappent au même endroit. En préparant la table, j'ai caché l'enveloppe contenant toutes les preuves. Relevés bancaires, photos, carnet de Sabrina, dans le tiroir inférieur du buffet, juste à côté de la place où Henri allait s'asseoir. Cette enveloppe était la mèche de la bombe qui allait exploser dans sa vie, et lorsque le moment viendrait, j'allais l'ouvrir de mes propres mains devant mes enfants pour dévoiler la totalité de son hypocrisie. Cette nuit-là, allongé Yanandaki Henri Islerken, içimde ne acı ne de tereddüt. Sadece yarınki yüzleşmenin getireceği adaletin soğuk ama tatmin edici hissi vardı. 40 années de mensonges allaient enfin prendre fin, et cette fin serait pour moi le début d'un nouveau chapitre, plus fort et plus libre. Au réveil, même le ciel semblait refléter la tempête qui grondait en moi. En préparant le petit déjeuner, j'observais Henri tranquillement installé avec son journal, totalement relax, et Boudroum, birkaç saat sonra işe böklün bilmekle bana tuhaf bir güç veriyordu. Lorsqu'il me demanda pourquoi j'avais convoqué les enfants si précipitamment, prétendant que ce genre de dossier immobilier n'est jamais si urgent, j'ai regardé son expression méprisante sans broncher.
Il n'avait absolument aucune idée que, pas à pas, il avançait dans le piège qu'il avait lui-même créé. Mon plan Ishliord et Hemdekusursuzja. En fin d'après-midi, quand mes enfants sont entrés dans la maison, un pincement de douleur traversa mon cœur. La vérité qu'ils allaient apprendre ce soir bouleverserait à jamais leur vie. En les serrant dans mes bras, j'ai ressenti toute la lourdeur du prix que j'étais en train de payer pour cette quête de justice. Lorsque nous nous sommes installés autour de la table, le temps sembla se figer. Chaque seconde s'étirait comme si elle pesait des tonnes. À 20h moins 10, sachant que les avocats déposaient à cet instant même la requête au tribunal, j'ai senti mon corps se vider de tout son sang. La confrontation était proche, très proche, et lorsque l'horloge sonna 20h, une certitude froide envahit tout mon être. Je me suis tournée vers la table et j'ai annoncé que nous n'allions pas parler d'un banal problème de titre de propriété, mais d'une affaire bien plus grave, bien plus destructive. C'est à ce moment-là que la vérité allait éclater. C'est à ce moment-là que les 40 ans de mensonges d'Henri prendraient fin. Et Adalet Nihayet Yerini Boulajakt. Lorsque j'ai prononcé les mots « une affaire bien plus grave et dévastatrice », un silence lourd s'abattit instantanément sur la table. Je vis la stupeur traverser le visage de mes enfants, mais celui d'Henri attira en particulier Dictatimi. La certitude y disparut d'un coup pour laisser place à une colère crispée et à une inquiétude profonde. Il venait de comprendre que ma déclaration n'avait rien à voir avec la simple histoire de titre de propriété qu'il avait inventée. Il venait de comprendre que son empire de mensonges était sur le point de s'effondrer. Henri repoussa violemment son assiette et se leva d'un bond. « Nadine, arrête tes sottises. Où sont ces documents? Ne fais pas de drame devant les enfants. » Ces cris résonnèrent dans la pièce, mais pour la première fois en 40 ans, ils ne provoquèrent en moi ni peur ni hésitation. Je le fixai d'un regard froid, déterminé, sans hausser la voix. Je pris une gorgée d'eau pour apaiser le nœud dans ma gorge, puis déclarai calmement. Ces mensonges étaient terminés. Non, cette réunion n'avait rien d'un rendez-vous administratif. Et oui, depuis des mois, je cherchais la vérité. J'avais engagé un détective privé pour mettre au jour toute la vie secrète qu'il menait depuis des années. Au moment précis où le mot « détective » franchit mes lèvres, j'observai un changement brutal sur son visage. La teinte en fut arrachée, son arrogance habituelle s'effondra, remplacée par une panique pure, presque animale. Henri, qui se croyait intouchable, venait d'être pris au piège et dans son état le plus vulnérable. Je détournai alors le regard de mes enfants encore sous le choc et me dirigeai lentement vers le buffet où j'avais dissimulé toutes les preuves. Plus besoin de discuter. Désormais, seules les preuves parleraient et la vérité s'apprêtait à éclater dans toute sa brutalité. En me voyant avancer, Henri cria d'une voix étranglée « Nadine, je t'en supplie, ne fais pas ça !» Mais les regards interrogateurs de nos enfants l'obligeaient à garder le contrôle. Il devait sauver ce qui restait de son masque d'époux irréprochable. J'ouvris le tiroir, saisis la grande enveloppe brune qui contenait 40 ans de mensonges et ressentis un frisson parcourir mes doigts. Le froid du papier était comme la matérialisation même de la justice que j'attendais depuis tant d'années. Les mains tremblantes mais la posture droite, je retournai vers la table. Je sortis d'abord les photos. Celle où Henri apparaissait en train de sourire radieux aux côtés de sa seconde famille. Lorsque je l'ai déposée au centre de la table, j'ai vu immédiatement l'expression de mes enfants se transformer. La stupeur céda la place à une déception profonde, dévastatrice qui me transperça le cœur. Henri, en voyant les photos, semblait perdre toute force. Il retomba sur sa chaise et sa voix se réduisit à un murmure
impitoyable. Ce n'est pas vrai, ce sont des montages, ne les croyez pas. Mais il était déjà trop tard. Les yeux de nos enfants disaient tout. Ils avaient vu, ils avaient compris, et plus rien de ce qu'ils diraient ne pourrait réparer ce qu'ils venaient de briser. Voir en une seule seconde l'effondrement du respect et de la confiance qu'ils avaient pour leur père fut pour moi un déchirement immense. Mais en même temps, l'un d'eux se détourna de lui avec une colère glacée. L'autre saisit ma main avec une détermination silencieuse. Et à cet instant, je compris une chose essentielle. Je n'étais plus seul. Mes enfants se tenaient avec moi, du côté de la vérité, du côté de la justice. Au moment précis où Henri murmura d'une voix brisée « calomnie », je sus que ces paroles n'avaient plus aucune valeur. Je sortis alors de l'enveloppe les preuves les plus accablantes. Les reçus du dépôt de garantie, retirés de notre compte d'épargne commun, ainsi que le contrat de location de l'appartement signé au nom de Sabrina, sa maîtresse. Ces documents démontraient clairement que cette trahison n'était pas seulement sentimentale, mais aussi un vol financier, un détournement du patrimoine destiné à l'avenir de nos enfants. J'expliquai avec précision que plus de 65 000 €, l'épargne que nous avions constituée pour assurer leur sécurité, avait été détournée par Henri à l'époque où il prétendait que la situation était difficile. Cet argent avait servi à offrir un foyer à une autre femme et à financer l'éducation de l'enfant né de cette liaison. Cette double vie, soigneusement dissimulée, avait englouti des années de sacrifice et de travail. En voyant les montants exacts et les preuves incontestables, Henri fut pris d'une panique incontrôlable. Il se mit à implorer, la voix tremblante. « Je vous en prie, mes enfants, ce n'était qu'une erreur. Votre mère invente tout. Je vais rembourser, je le jure. » Mais chaque syllabe sonnait faux. Tout ce qu'il disait contredisait les documents posés sur la table et se heurtait au regard blessé de nos enfants. Il lisait la vérité dans les faits et surtout dans les silences de leur père. Il n'y avait plus de retour possible. Je mis fin à sa lamentable tentative d'explication en disant d'un ton glacial « Tu pourras raconter tout cela à tes avocats. À l'instant même où nous parlons, l'ensemble de tes comptes et de tes biens est placé sous séquestre. » Le visage d'Henri se vida de son sang. Puis soudain, son téléphone vibra. Il regarda l'écran. Un message officiel de sa banque confirmant la mise sous gel immédiate de ses avoirs. Le téléphone lui échappa des mains et tomba sur la table dans un bruit sec, le bruit même de sa vie qui s'effondrait. Ce son n'avait pas fini de résonner que son expression se déforma en colère aveugle. Il frappa violemment la table et hurla « Comment as-tu pu me faire ça ? Cette maison n'était pas la tienne aussi. Comment peux-tu tendre un piège à ton propre mari ?» Je restais immobile, parfaitement calme. Je pointais des documents éparpillés devant nous et répondis « Je ne t'ai tendu aucun piège. Celui qui a détruit 40 ans de mariage, c'est toi. Je ne fais que récupérer ce que tu as volé à ma vie et à l'avenir de nos enfants. » À cet instant, l'un de nos enfants se leva brusquement, la voix tremblante de colère. « Papa, tu as menti à maman pendant des années. Et maintenant on découvre que tu as financé une autre famille avec notre argent. Tu oses encore jouer la victime ?» L'autre s'approcha de moi et saisit ma main avec douceur mais détermination. Et cette simple pression valait plus que 1000 paroles. Je me dirigeais vers le buffet, en sortis un petit sac que j'avais préparé à l'avance, et après y avoir glissé quelques effets personnels d'Henri, je montrai la porte du doigt et déclarai « Tu n'as plus ta place dans cette maison. Les procédures sont déjà en cours. Pars,
retrouve la vie que tu as construite derrière notre dos. » Henri, anéanti par le choc, écrasé par la honte et incapable de soutenir les regards de ses propres enfants, prit le sac en silence. Puis, sans mot d'autre, il passa la porte et disparut. Ainsi, 40 ans de mensonges prirent fin devant les yeux de nos enfants à 20 heures précises, et c'est moi qui mis un point final à cette histoire. À peine mon mari avait-il quitté la maison, écrasé par la honte, qu'un silence lourd s'abattit sur le salon. Un silence si dense que même le tic-tac mécanique de l'horloge semblait étouffé. Ce silence était l'écho brutal de 40 années de mensonges qui venaient d'exploser. Et en regardant les preuves encore éparpillées sur la table, je ressentis profondément que ce n'était pas seulement ma vie qui se libérait, mais aussi celle de mes enfants. Lorsque mes enfants, sortant peu à peu du choc, réalisèrent pleinement l'ampleur de la trahison de leur père, à la fois sentimentale et financière, leurs sanglots me transpercèrent. À cet instant, tout désir de vengeance s'évanouit en moi, laissant place à une douleur maternelle infinie. Je les pris dans mes bras et leur murmurai « À partir de maintenant, tout ira mieux. Nous traverserons cette épreuve ensemble, et chaque centime que votre père a détourné sera récupéré légalement. » Je leur promis de rester à leur côté coûte que coûte. Après les avoir apaisés, je me tournai vers la table. Je rassemblai doucement les miettes du repas, les photos accablantes et les relevés bancaires. Ce geste, en apparence banal, fut pour moi bien plus qu'un simple rangement. C'était comme balayer les derniers fragments du mensonge qui avait envahi notre maison. Un acte symbolique de purification. Et, curieusement, mon âme s'en trouva apaisée. Malgré l'ampleur du chaos que nous venions de vivre, je sentis notre lien familial se renforcer, comme jamais auparavant. Nous n'étions plus seulement une mère et ses enfants, nous étions désormais unis par une douleur commune, par une quête commune de vérité et d'équité, par la détermination de faire face ensemble à la trahison de celui qui aurait dû nous protéger. Cette nuit-là, en me couchant, je réalisais que pour la première fois depuis 40 ans, le lit était vide à ma droite. Mais ce vide ne m'apporta ni solitude, ni tristesse. Il m'apporta une paix immense, un souffle de liberté. Cette première nuit, sans son nombre de mensonges, fut pour moi le début d'un second printemps, le commencement d'une vie nouvelle où la justice avait enfin repris sa place. Le lendemain, soutenu moralement par mes enfants, je me rendis au cabinet de l'avocat avec l'enveloppe contenant toutes les preuves. Je lui exposai en détail la fraude financière, la double vie, la manipulation et les années de mensonges. Puis, je signai les documents pour ouvrir officiellement la procédure de divorce et pour réclamer la restitution de toutes les sommes détournées. Cette signature n'était pas seulement un acte juridique, c'était une déclaration de liberté, la rupture définitive d'une chaîne vieille de 40 ans. Notre avocat insista sur la force exceptionnelle de notre dossier, les photos prouvant l'existence de la seconde famille, les relevés bancaires montrant le détournement de fonds, les retraits injustifiés du compte commun, autant d'éléments qui garantissaient pratiquement que la justice pencherait en ma faveur. Il m'expliqua que face à des preuves aussi écrasantes, Henri aurait presque aucune possibilité de nier quoi que ce soit, et que son avenir financier serait profondément compromis. Alors que nous continuions notre entretien, je vis que Henri avait appelé plusieurs fois. Il avait probablement compris que ses comptes étaient gelés,
que ses biens étaient saisis et que les procédures immobilières étaient suspendues. Pris de panique, il tentait désespérément de me joindre, croyant qu'il pourrait régler tout ça sans avocat. Je n'ai pas répondu et je n'avais plus l'intention de le faire. Je dis à mon avocat que toute communication passerait désormais exclusivement par les voies légales. Je ne voulais plus céder à l'émotion, ni entendre une seule nouvelle promesse mensongère. La seule langue que je voulais employer désormais était celle froide et précise de la justice. En quittant le cabinet, je sentis l'ombre lourde qu'il avait laissée dans ma vie commencer à se dissiper. Un poids immense glissait de mes épaules. Je savais que désormais, mon énergie ne devait plus se tourner vers le passé, mais vers l'avenir que je construirais avec mes enfants. Un avenir calme, digne et libéré, car la plus grande bataille de ma vie était enfin en train de se transformer en victoire. Avec l'ouverture de la procédure judiciaire, les murmures commencèrent à circuler dans le voisinage et parmi nos anciens amis. Certains se demandaient comment 40 années de mariage avaient pu s'effondrer de manière aussi brutale et pourquoi une affaire de gel de patrimoine avait éclaté comme un scandale au cœur de notre quartier. Je répondais à leurs regards insistants en gardant la tête haute, consciente que je ne cherchais rien d'autre que la justice et que je faisais simplement face aux conséquences d'une trahison que je n'avais pas provoquée. Lorsque Henri comprit qu'il ne pourrait plus m'atteindre directement, il tenta d'utiliser nos enfants comme intermédiaires, leur envoyant des messages suppliants où il prétendait « Votre mère exagère, je vais tout rembourser, parlez-lui, je veux juste éviter cette honte. » Voir ces messages, pathétique et manipulateur, révélait à quel niveau de bassesse il était tombé et à quel point son caractère vacillait face à la vérité. Mes enfants rejetèrent immédiatement ces tentatives. Ils me montrèrent les messages, indignés, et me dirent « Maman, tu fais ce qu'il faut. Ce n'est pas l'argent qu'il nous a pris qui nous blesse, mais l'injustice qu'il t'a faite. Nous sommes avec toi. » Leur soutien, sincère et inébranlable, valait plus que toutes les victoires juridiques du monde. Il me donna la force morale pour affronter la suite. Quelques jours plus tard, je reçus la première proposition officielle envoyée par l'avocat d'Henri. À sa lecture, je compris aussitôt à quel point la peur l'avait envahi. Il ne m'offrait qu'une petite partie de la somme détournée et exigeait en échange que je renonce à tous mes droits financiers. Cette demande audacieuse et ridicule me fit seulement sourire avec amertume. J'indiquai fermement à mon avocat que cette proposition était inacceptable. Henri ne devait pas seulement rembourser la totalité des sommes volées, mais également payer les frais juridiques et les dommages compensatoires. Tant qu'il n'aurait pas assumé pleinement les conséquences de ses actes, je n'abandonnerai pas cette procédure. Mon objectif n'était pas l'argent, mais la justice et la restitution de ma dignité. Après avoir rejeté cette offre dérisoire, mon avocat lança immédiatement une contre-offensive. Il demanda l'analyse complète des actes notariés du logement transféré au nom de Sabrina. Si nous pouvions prouver que l'achat avait été financé avec notre épargne commune, alors Henri aurait non seulement détourné de l'argent, mais également procédé à une dissimulation frauduleuse de biens. Ce serait un avantage colossal pour notre dossier. Les résultats ne tardèrent pas. Les registres montraient que le prix d'achat de l'appartement correspondait exactement au montant retiré de notre compte sous l'intitulé « dépôt de garantie ». C'était la preuve irréfutable que le plan d'Henri n'était pas impulsif, mais soigneusement orchestré. Et qu'en plus d'être complice, Sabrina bénéficiait directement d'un bien acquis grâce à une opération illégale. Je demandais alors à mon avocat de lancer immédiatement la procédure pour l'annulation de cette acquisition frauduleuse et pour la saisie préventive de l'appartement. Cet endroit avait été financé par notre argent, il était donc logique que cette seconde maison rejoigne elle aussi la liste des biens à geler. Peu après,
Sabrina reçut une notification officielle l'informant que la propriété qu'elle occupait faisait désormais l'objet d'une contestation judiciaire. Je savais que cette pression juridique déclencherait chez elle la panique et pousserait encore plus Henri dans ses retranchements, le contraignant à chercher un accord. Voir la justice avancer lentement mais sûrement, voir chaque mensonge tomber sous le poids des preuves, allégeait peu à peu la douleur que je portais depuis si longtemps. Je n'étais pas seulement en train de divorcer, j'étais en train de reprendre ma dignité, mes droits et ma place dans le monde. Je me rapprochais enfin, non seulement de la liberté, mais aussi de la paix. Lorsque la notification officielle parvint à la maîtresse d'Henri, il n'était pas difficile d'imaginer la tempête qui éclata immédiatement dans leur petit appartement. La stabilité factice qu'ils avaient construite grâce à l'argent volé s'effondrait d'un coup. Leur prétendu foyer, financé intégralement par notre épargne, vacillait. Et les cris affolés de Sabrina résonnaient toute la nuit. « Nous allons perdre l'appartement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Je pouvais presque entendre leur panique d'ici. Le lendemain matin, malgré l'interdiction formelle des avocats, la sonnette retentit. En regardant par le judas, j'aperçus Henri sur le palier, effondré, mal rasé, les yeux rougis par la peur. Sa panique avait balayé toutes les limites légales. Il était prêt à piétiner son orgueil de 4 décennies juste pour me supplier d'abandonner la procédure. Je n'ouvris pas la porte. Derrière le bois massif, d'une voix calme mais inflexible, je dis « Je n'ai plus rien à te dire. C'est toi qui as détruit 40 ans de mariage et volé l'avenir de nos enfants. Désormais, toute communication passera par nos avocats, par les règles froides et impartiales de la justice. » Je l'entendis rester figé quelques secondes, puis s'éloigner lentement dans le couloir, vaincu. En refermant le judas, je pensais à Sabrina. Elle aussi voyait maintenant son foyer s'écrouler. Le confort qu'Henri lui avait offert n'était qu'un mirage bâti sur le vol et le mensonge. Et même si elle avait cru, naïvement ou volontairement, à cette illusion, elle faisait partie de ce naufrage et devait assumer les conséquences. Malgré la satisfaction éphémère de voir Henri implorer, je savais que mon but n'était pas la vengeance. Je voulais reprendre mon honneur et restaurer les droits de mes enfants. Je demandai donc à mes avocats d'accélérer la procédure et d'empêcher Henri de gagner du temps avec de nouveaux mensonges. Quelques jours plus tard, mon avocat m'appela pour m'annoncer que la date de la première audience, concernant à la fois le divorce et la restitution des fonds détournés, avait été fixée. Après 6 mois d'attente étouffante, nous avancions enfin vers une conclusion judiciaire claire. Cette affaire n'allait plus seulement être discutée au sein de la famille, mais devant l'État, devant des juges, dans le cadre solennel de la justice. Imaginez Henri, étranglé par la situation, avec ses comptes gelés et l'appartement de Sabrina placé à sous-séquestre, me confirmait que la justice se mettait en marche, froide et méthodique. Il commençait à payer le prix de ses mensonges, pas seulement sentimentalement, mais là où cela lui faisait le plus mal, sur le plan financier. Dans cette bataille impitoyable, le soutien inconditionnel de mes enfants fut mon plus grand pilier. Malgré la trahison de leur père, ils marchaient à mes côtés, soutenant mon combat pour l'honneur et la vérité. Leur loyauté formait autour de moi une armure,
qu'aucun mensonge ne pouvait percer. À mesure que le jour de l'audience approchait, je savais, malgré les mises en garde de mon avocat, que je regarderais Henri droit dans les yeux une dernière fois, et je me promis intérieurement de montrer au juge et à Henri lui-même la force que j'avais retrouvée après 40 ans de tromperie. Ce procès n'était pas seulement une procédure légale, c'était ma cérémonie de renaissance. Lors de mon dernier entretien téléphonique avec mon avocat, j'insistais pour que nous ne réclamions pas seulement le remboursement complet des sommes détournées, mais aussi une indemnisation morale maximale pour les dommages causés par ces actes frauduleux et immoraux. Il était temps que la facture complète de cette trahison soit présentée et qu'elle soit réglée intégralement. Le matin du procès, je ressentis une paix glaciale envahir tout mon être, comme si le poids de 40 années venait enfin de glisser de mes épaules. C'était l'ultime marche d'une guerre longue et douloureuse, le moment où la justice allait enfin trancher, où l'infidélité et la fraude financière d'Henri seraient exposées au grand jour. Décidé à affronter ce dernier chapitre avec dignité, je choisis ma tenue avec soin, la plus élégante, la plus affirmée, celle qui reflétait le respect que j'avais enfin retrouvé pour moi-même. En marchant vers le tribunal, entourée de mes enfants dont la présence me donnait une force invisible, chaque pas que je faisais me rappelait que ma cause était juste, que ma détermination était noble et que le jugement à venir n'était pas seulement le mien, mais aussi celui de toutes les femmes à qui l'on avait menti. Dans ma main, l'enveloppe remplie des preuves des mensonges d'Henri me sembla soudain plus légère qu'autrefois. Ce qui avait été une source de douleur et de honte était devenu mon arme la plus tranchante. Je souris en y repensant. La justice avait enfin un visage, et c'était le mien. Dans les couloirs austères du palais de justice, je me tins aux côtés de mon avocat. Autour de nous, les visages anxieux des autres justiciables reflétaient la peur de l'inconnu. Pourtant, moi, je ressentais une sérénité rare. Contrairement à beaucoup de femmes venues chercher réparation, je m'avançais avec des preuves irréfutables, des faits précis, des documents signés, des transferts bancaires indéniables. Cette certitude me donnait une confiance inébranlable. Lorsque Henri entra dans le couloir, je vis instantanément ce que ces mensonges avaient fait de lui. L'homme autrefois arrogant se tenait là, effondré, vieilli, dévasté par ses propres actes. Son regard fuyant croisa le mien une fraction de seconde, et dans cette brève rencontre de nos yeux, il détourna immédiatement la tête. Ce simple geste fut l'aveu le plus clair. Il savait que j'allais gagner. Je me tournai alors vers mon avocat et lui dis calmement « Ne vous inquiétez pas, les preuves que nous avons suffiront largement. À présent, je n'attends qu'une chose, que la justice fasse son œuvre. » C'était la fin d'un mensonge de 40 ans et le commencement d'une nouvelle vie. Lorsque mon avocat ouvrit délicatement les immenses portes en chêne de la salle d'audience, le froid du sol en marbre, la hauteur vertigineuse du plafond et le silence solennel du lieu me rappelèrent que cette affaire ne m'appartenait plus seulement. Elle appartenait désormais à l'État, à la loi, à l'impartialité de la justice. Je franchis le seuil avec la dignité de quelqu'un qui vient chercher son honneur. Sous la lumière crue et froide des néons, je vis Henri assis de l'autre côté de la salle. Son allure défaite contrastait violemment avec l'homme que j'avais connu. Sa posture autrefois droite s'était affaissée et son visage portait les marques de la honte et du désarroi. Même les murmures de son avocat glissaient sans effet. Henri semblait incapable d'écouter qui que ce soit. La vérité pesait trop lourd. Lorsque le juge confirma la présence des deux parties, le silence devint presque tangible. Mon avocat se leva et commença à exposer l'affaire, non seulement l'infidélité émotionnelle,
mais aussi les 65 000 € détournés de notre compte commun pour financer le logement de Sabrina et l'entretien de leur enfant. Il décrivit avec précision chirurgicale comment tout cela avait été planifié, organisé, exécuté par Henri pendant des années. Puis, dans un geste lent et parfaitement maîtrisé, il sortit de l'enveloppe une photo. Henri, rayonnant de bonheur, tenant dans ses bras l'enfant né de sa liaison, aux côtés de Sabrina. Il présenta cette photo au juge. L'effet fut instantané. Le visage d'Henri se contracta, ses épaules s'affaissèrent et il ferma les yeux comme pour échapper à sa propre réalité. C'était la première victoire tangible. La vérité venait d'être publiée, dévoilée, irréversible. Je regardais le juge examiner les photos, puis les relevés bancaires, puis les contrats. Tout était clair, tout était logique. Et à aucun moment je ne ressentis la moindre hésitation, la moindre culpabilité. Ce procès n'était pas seulement un divorce, c'était la réparation d'une injustice monumentale, le retour de tout ce que j'avais perdu et la garantie que l'avenir de mes enfants serait protégé. Je voulais que l'homme assis en face de moi paie le prix réel de ses mensonges, la dissolution de notre mariage, la restitution de tous les biens volés et la fin définitive de ses manipulations. Ce jour-là, sous la lumière crue de la justice, j'avançais d'un pas plus sûr que jamais vers la reconquête de ma dignité et de ma liberté. Au moment où le juge examina, avec une gravité glaciale, les photos posées sur la table, celles qui prouvaient l'infidélité d'Henri avec une précision insoutenable, et les relevés bancaires attestant que l'argent de notre épargne commune avait été transféré vers le logement de Sabrina, la maîtresse. L'atmosphère de la salle d'audience devint si lourde que le moindre souffle semblait résonner comme un fracas. Je compris alors que l'épée de la justice venait enfin d'être dégainée. Après avoir vu ce monticule accablant de preuves, l'avocat d'Henri, presque aussi désemparé que son client, se leva maladroitement et tenta de dépeindre ses actes comme de simples moments d'égarement émotionnel ou instants de faiblesse passagère. Mais ses excuses fragiles s'écrasaient immédiatement contre l'évidence froide et implacable des documents présentés. Même lui semblait conscient de l'absurdité de sa défense, comme s'il ne croyait plus en la moindre parcelle d'innocence de son propre client. À peine eut-il terminé son plaidoyer hésitant que mon avocat s'avança d'un pas ferme vers la barre. Il expliqua d'une voix claire et puissante que les actes d'Henri ne relevaient en rien d'une fragilité passagère, mais constituaient juridiquement une dissimulation frauduleuse de biens, un abus de confiance et une stratégie préméditée visant à détourner des fonds familiaux. Il demanda que chaque euro volé soit restitué avec intérêt et que la responsabilité morale d'Henri soit reconnue sans ambiguïté. Assise dans un coin de la salle, je vis mes enfants écouter la description précise et humiliante des actes de leur père. Leurs yeux se remplirent de larmes, mais ils restèrent dignes, droits, debout à mes côtés. Les voir soutenir cette vérité douloureuse, sans broncher face à la honte de leur père, fut pour moi la rétribution la plus profonde et la plus intime de ce procès. C'était le moment où eux aussi choisissaient la justice au lieu de la complaisance. Lorsque les deux parties eurent fini de s'exprimer, le juge se redressa, prit sa plume et, avant de rédiger son verdict, posa ses lunettes sur le bout de son nez. Il me regarda avec une attention grave et demanda « Madame Nadine, pensez-vous qu'à un seul instant, votre époux ait ressenti le moindre remords pour les actes qu'il a commis ?» Je répondis sans hésiter. S'il avait éprouvé le moindre regret, il n'aurait pas construit une défense mensongère avec son avocat et aurait déjà restitué l'argent détourné. Il ne subit pas les conséquences de son repentir, mais uniquement celles d'avoir été démasqué. Ma voix résonna dans la salle, ferme, implacable, définitive. Après quelques secondes d'un silence lourd et solennel, le juge parcourut une dernière fois les documents, comme s'il condensait 40 années d'injustice dans une seule décision. Chaque seconde de cette attente me sembla une éternité.
Puis, il releva la tête et lut son jugement d'une voix forte et inflexible. Mon cœur s'arrêta presque. J'entendis d'abord la déclaration de dissolution du mariage, puis une phrase qui effaça des mois, des années de souffrance. Le tribunal ordonne la restitution intégrale des sommes détournées, 65 000 € avec intérêts légaux. Ce fut comme si l'air revenait dans mes poumons. L'avocat du tribunal poursuivit. Henri était également condamné à me verser la somme maximale prévue pour dommages moraux en raison de la gravité, de la durée et de la préméditation de ses actes. L'humiliation, le mensonge, les manipulations, tout venait d'être reconnu et réparé. Je me tournai vers Henri. Il s'était affaissé sur sa chaise, livide, vidé, incapable de prononcer un mot, pendant que son avocat tentait inutilement de le réconforter. Ces derniers fragments d'orgueil venaient de disparaître. Mes enfants, eux, me regardèrent en souriant doucement, un sourire rempli de profit et de soulagement. Ils avaient vu la justice triompher. Ils avaient choisi mon camp, celui de la vérité. Lorsque je quittai la salle d'audience, aux côtés de mon avocat, la tête haute, je compris que je laissais derrière moi non seulement un homme qui avait menti, mais aussi le poids écrasant de 40 années de désillusion. Ce que je remportais ce jour-là n'était pas simplement une somme d'argent, c'était ma liberté retrouvée, mon honneur restauré et la certitude d'un nouveau départ. En sortant de la salle d'audience, mes enfants se précipitèrent vers moi et m'enlacèrent, les larmes aux yeux, en murmurant « Tu as gagné, maman, tu as réussi !» À cet instant, toute la douleur accumulée après 40 années d'infidélité et d'injustice se dissolvait, remplacée par un sentiment de paix et de justice impossible à décrire. Ce triomphe n'était pas seulement le mien, c'était celui de toute une famille qui avait choisi l'honneur plutôt que le mensonge. En descendant les marches froides du palais de justice, vers un jour baigné de soleil, je ressentis pour la première fois de ma vie que le fardeau pesant des mensonges et manipulations d'Henri avait totalement quitté mes épaules. Ce n'était pas seulement la liberté accordée par le divorce, c'était la restitution officielle de mon honneur et des droits volés à mes enfants. C'était une victoire morale. Le lendemain, mon avocat me remit les documents confirmant que, selon la décision du tribunal, la maison qu'Henri avait transférée frauduleusement au nom de Sabrina était désormais légalement récupérée et que les fonds gelés, majorés des intérêts légaux, étaient en cours d'être versés sur mon compte. La destruction de la seconde vie qu'il avait construite dans le mensonge était désormais irréversible. Le soir venu, assise dans la cuisine à partager une tasse de thé avec mes enfants, ce lieu autrefois assombri par les mensonges d'Henri me parut enfin purifié. Notre maison était redevenue un sanctuaire de paix et de vérité. Dans cette atmosphère apaisée, ma détermination à bâtir une vie nouvelle, digne et lumineuse avec mes enfants se renforça comme jamais. Avant de me coucher, je pris entre mes doigts une ancienne photo de mariage. Ce vieux cliché, témoin d'un passé fondé sur l'illusion, perdit soudain tout pouvoir sur moi. Je déposai cette image et tout ce qu'elle représentait dans la poubelle. Un geste symbolique pour annoncer que désormais, seule la justice et l'amour de mes enfants illumineraient mon avenir. Grâce au travail rigoureux de mes avocats et après la confirmation définitive du jugement, la totalité des fonds détournés, l'équivalent de 65 000 €, me fut restituée avec les intérêts légaux ainsi que l'indemnisation morale maximale accordée par le tribunal. Ce n'était pas simplement une compensation financière, c'était la réparation officielle de 40 années de trahison,
de souffrances silencieuses et de droits usurpés à mes enfants. Peu après, le titre de propriété de l'appartement offert à Sabrina fut annulé et l'ordonnance de restitution entrant en vigueur. J'appris que Sabrina avait dû quitter les lieux avec son enfant, emportant ses valises, confrontée aux conséquences directes de la vie bâtie sur le mensonge et l'argent volé d'Henri. Cette scène, rapportée par les autorités, était la preuve éclatante d'une vérité simple. Aucun foyer bâti sur la fraude, la trahison ou l'injustice ne peut durer. Quant à Henri, une fois ses gains saisis, ses comptes vidés et son honneur annihilé, il se retrouva totalement seul. Ni sa maîtresse, ni ses anciens amis, ni même ses propres enfants ne voulaient plus de sa présence. L'homme qui autrefois se pavanait dans son arrogance se retrouva condamné à une existence misérable, écrasé par ses dettes, abandonné de tous et dévoré par les conséquences de ses propres mensonges. Quant à moi, je décidai d'investir ces fonds récupérés, non pour mon confort personnel, mais pour assurer l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants. Cet argent arraché aux griffes de la fraude et de la tromperie devait servir la justice et un avenir propre, dépourvu de mensonges. Cela me procura une tranquillité immense. Mon histoire démontre qu'à 80 ans, une femme peut encore défendre son honneur, protéger l'avenir de ses enfants et combattre jusqu'au bout pour la vérité. Même trahie par celui qu'elle croyait le plus, elle peut se relever, se battre et gagner. Car une chose ne change jamais. Une vie bâtie sur le mensonge ne dure pas. Et la justice finit toujours par triompher. Pour celles qui choisissent la vérité, qui se battent sans faiblir et qui s'attachent à la force intérieure que donne la certitude d'être dans son droit.